les organisateurs de cette manifestation, Maghreb Orient des Livres, ont souhaité qu'on parle justement d'un moment historique au cours desquels le Maghreb et le Mashrek, donc le Maghreb et l'Orient et le Moyen-Orient, faisaient partie d'une même entité politique qui était l'Empire ottoman. Bien sûr, pas le Maroc, comme vous savez, les conquêtes turques s'étant arrêtées donc à la frontière du Maroc. Mais malgré tout, donc, cela couvre un espace considérable et qui va des Balkans jusqu'à l'Arabie et du Caucase jusqu'à l'Algérie. Donc il est évident que vivre dans cet espace-là donne des éléments extrêmement différents dont il faut tenir compte. Mais nous allons restreindre déjà un petit peu cette géographie considérable parce que nous irons en fait de l'Anatolie jusqu'à l'Algérie précisément, mais ce qui fait déjà un espace assez considérable. D'autre part, l'Empire ottoman a duré 6 siècles, en tout cas dans sa région centrale, et évidemment parler de vivre dans une entité politique et géographique aussi longue, historiquement, c'est quelque chose de très difficile. Et là aussi, nous avons fait un compromis chronologique, si vous voulez, et je crois que nous partons de la fin du XVIIIe siècle, pour la plupart d'entre nous, et jusqu'à la Première Guerre mondiale, disons jusqu'à la fin de l'Empire ottoman, ou pratiquement la fin de l'Empire ottoman. Mais ça fait déjà quelque chose d'énorme. Et d'autre part, je crois que nous allons surtout parler de vivre dans l'Empire ottoman, de vivre dans les villes, me semble-t-il, d'après les travaux qu'ont fait les uns et les autres. Donc la vie rurale est évidemment importante, elle conditionne d'ailleurs la vie urbaine en grande partie, mais voilà les contraintes que nous avions, et voilà ce que je voulais vous dire au départ. Alors, je vous présente très rapidement les participants. Donc, je vais commencer par Marie-Carmen Smirnelis, donc, qui est spécialiste de l'Empire ottoman au XVIIIe, XIXe siècle, et qui a en particulier travaillé sur la ville de Smyrne, et sur laquelle elle a publié un certain nombre de travaux extrêmement intéressants. Ensuite, Shuktam Dohan, qui, elle, a travaillé également à peu près sur la même période, c'est-à-dire le XVIIIe et le XIXe siècle, en particulier sur la ville d'Annana, et en particulier sur les dimensions juridiques de l'ordre ottoman. À ma gauche, Nora Lafi, qui, elle, a travaillé en particulier sur la Tripolitaine et sur la ville de Tripoli, sur les institutions en particulier, également à peu près dans cette époque, je crois, du XVIIIe, XIXe siècle. Isabelle Grangot, elle, a commencé à travailler sur Constantine, sur laquelle elle a fait sa thèse, et elle travaille maintenant sur Alger, plutôt, d'après ce qu'elle m'a dit. Et donc, elle nous parlera justement de cette Algérie ottomane et de cette Algérie française aussi, peut-être, donc, pour ce qui concerne le XIXe siècle. Enfin, nous avons Robert Solé avec nous, qui est bien connu, et qui est bien connu par ses travaux sur l'Égypte, au XIXe siècle en particulier, et XIXe et XXe également. Et donc, nous représentons au fond une part de l'Empire ottoman à tous les 6. Moi-même, donc, ayant travaillé sur le XIXe siècle ottoman. Voilà. Donc, je pense que vous n'ignorez rien à la fin de cette région et de cette période de l'Empire ottoman. Alors, je crois que vous serez surtout intéressé, et je pense que surtout par ce qu'on peut appeler les relations intercommunautaires, c'est-à-dire entre les communautés, entre les groupes religieux et ensuite ethniques qui ont recouvert l'Empire ottoman, mais je crois aussi qu'il ne faut pas négliger d'autres aspects du vivre ottoman, c'est-à-dire les relations
intracommunautaire, c'est-à-dire à l'intérieur des communautés elles-mêmes, comment c'était organisé, etc. Alors, pour commencer, nous verrons ça dans un premier temps, si vous voulez, en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler, d'un bien gros mot, l'ordre ottoman ou le système ottoman. Et puis ensuite, je pense qu'il serait intéressant de réfléchir ensemble au déclin de ce système, ou en tout cas à sa déformation ou à sa dissolution au cours du XIXe siècle. Voilà ce que je vous propose donc comme schéma d'ensemble. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Isabelle Grangot, qui va nous dire quelques mots. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un empire? Qu'est-ce que c'est que l'Empire ottoman, plus exactement, puisqu'il faut bien dresser le cadre de ce vivre avant de se lancer dans des choses plus quotidiennes, si je peux dire. Oui, je ne vais pas être aussi ambitieuse que ça. Je ne vais pas dire ce qu'est l'Empire. En revanche, il me semblait que c'était intéressant de réfléchir au fait que vivre dans l'Empire ottoman, le terme d'Empire ottoman, a pris des sens différents depuis entre, je sais pas moi, évidemment il y a 50 ans, mais disons il y a 20 ans, y compris pour les historiens. C'est-à-dire que quand on entend vivre dans l'Empire ottoman, on n'entend pas la même chose il y a 20 ans et aujourd'hui, par exemple. C'est que effectivement les historiens construisent leurs objets, mais eux-mêmes sont construits par les cadres qui insèrent leurs objets. Donc en fait, parler déjà d'Empire ottoman, c'est déjà faire usage d'une catégorie qui mérite d'être réfléchie. Alors ça me paraît d'autant plus intéressant que que vivre dans l'Empire ottoman, c'est une problématique c'est le thème d'une table ronde dans une manifestation qui au départ était qui inaugure en fait quelque chose autour de Maghreb-Orient, alors que jusque-là elle était spécifiquement maghrébine. Qu'est-ce qu'apporte la question ottomane là-dedans? Alors, je voulais juste dire en fait 2 mots. C'est dire que pendant très longtemps, en réalité, l'histoire ottomane, c'était une histoire turque. Une histoire dont l'ancêtre, qui était l'ancêtre de la Turquie, qu'on le veuille ou non, c'était de cette façon que c'était présenté. Il y avait plusieurs raisons à ça. Il y avait l'idée d'une longévité qui n'avait pas nécessairement, qui était plurielle. Disons que l'Empire ottoman est quand même une réalité politique extrêmement, qui a duré extrêmement longtemps. Il y avait et donc il y avait toute une conception aussi de la chronologie qui voulait qu'à partir du XVIe siècle, c'est-à-dire au moment où justement l'Orient est rattaché à l'Empire ottoman, à partir du XVIe siècle, l'Empire décline. Donc, et puis d'autre part, il y avait une affaire de champ linguistique qui était assez puissant. Mais inversement, en face, aussi bien l'historiographie turque que balkanique, que maghrébine, arabe, etc., ne se pensait pas en termes ottomans. Se pensait plutôt en termes nationalistes. Effectivement, la gang nationaliste a orienté aussi les centres d'intérêt à penser l'enjeu de l'Empire ottoman, de cette communauté ottomane. Voilà. Aujourd'hui, en fait, l'Empire ottoman a été travaillé dans des formes, a été travaillé totalement différemment, en fait, depuis les années 90. D'abord, il y a un intérêt certain qui s'est développé autour de la notion d'empire. C'est pas seulement l'Empire ottoman, mais c'est dans tous les empires. Et du coup, cet objet qui était uniquement une espèce d'ancêtre, une espèce d'État mal dégrossi, est devenu un objet d'intérêt en lui-même pour ses particularités, par la façon dont est représentée une machine politique active, complexe, et ensuite parce que s'est développée aussi une recherche qui hors de la Turquie autour de l'enjeu de l'empire, à cette période ottomane qui, bon gré mal gré, a rencontré l'empire, disons. Alors évidemment, l'intérêt de ces rapprochements a fait que on a à la fois une pluralité de formes, une conception aussi, une pluralité l'approche de l'Empire ottoman s'est diversifiée aussi dans la façon dont elle a appréhendé
le pouvoir dans ses formes de gouvernance extrêmement variées, extrêmement élastiques, plastiques, adaptées à des situations locales, etc. Donc, du coup, effectivement, les comparaisons sont possibles. Un certain nombre de comparaisons sont possibles à l'intérieur même de cet espace. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, effectivement, tu as raison de rappeler que très souvent l'Empire ottoman a été considéré comme l'avant-première de la Turquie. Et je crois qu'il faut rompre avec cette tradition et voir l'Empire ottoman comme quelque chose un phénomène singulier en réalité. D'ailleurs, les Occidentaux aussi ont leur part dans cette assimilation, puisqu'ils confondaient allègrement turcs et musulmans et ottomans. Et par exemple, dans les textes du XVIe, XVIe siècle, par exemple, se faire turc voulait dire se faire musulman, se convertir à l'islam. Donc il y a eu des confusions un peu à tous les niveaux. Donc donnons aujourd'hui à l'Empire ottoman son vrai visage, voilà. Et sur ce, je passe la parole à Şöktem Doğan qui va nous parler un petit peu des normes et des pratiques justement de ce vivre dans l'Empire ottoman. Merci François. Comme je prends la parole après Isabelle Gringot, je suis contente parce qu'elle a déjà posé le problème de cet empire en tant qu'espace multilinguistique, avec une géographie très complexe, etc. Et comment, en fait, notre regard à cet empire-là a changé dans le temps. Donc, comme on a dit maintenant, j'avais envie de me concentrer un peu plus sur un aspect de comment en fait le vivre ensemble se déclinait dans cet espace multiethnique, multiconfessionnel, etc. Sur un temps de 600 ans, donc ça va être toute schématisation, ça va être bien sûr loin de la réalité aussi, donc vous m'en excuserez. Mais je pense que puisque aujourd'hui cette question se pose aussi quelque part politiquement, parce que vous savez il y a cette mode, ce retour à l'ottomania, à ce modèle qui politiquement est un peu prêché comme quelque chose, un idéal perdu avec une certaine nostalgie, etc., dans lequel peut-être ces diversités trouvaient un espace de vie paisible et harmonieux, que je trouve que c'est pas sans intérêt de reposer la question, ce que c'était vraiment le vivre ensemble dans l'Empire ottoman, et en fait peut-être aussi la question de la tolérance des uns des autres que c'était dans cet espace. Pour ce faire, en fait, comme clé, je m'attache à un ouvrage de Michael Walzer qui a écrit sur la tolérance dans différents régimes politiques et qui montre très bien, en fait, que on ne peut pas comparable la tolérance ou le vivre ensemble dans différents systèmes politiques. Quand on parle d'un empire, c'est pas la même chose que si on parle d'un État-nation. Donc les régimes de tolérance vont être complètement différents d'un modèle à l'autre. Donc voilà un peu la clé que je vais utiliser pour voir un peu ce qui s'est passé dans cet empire, qui d'ailleurs, on dit empire, mais puisque je m'attache aussi à la classification sociale que le droit fait de ces sujets dans ces empires-là, dans cet empire-là, il me semble qu'il est important de souligner que déjà on est dans un empire, par exemple, non comparable non plus à ses contemporains comme l'empire russe ou l'empire austro-hongrois. Déjà, pour aller très vite, parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, dans l'Empire ottoman, nous n'avons pas une dynastie du même type une dynastie régnante, du même type que dans les autres empires environnants. Donc, la dynastie est bien sûr posée, la filiation va par les hommes de cette dynastie, mais chaque sultan, en fait, a une mère qui est déjà esclave. Enfin, ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner parce que ça a affaire au statut des personnes jusque dans le palais. Donc, déjà, puisque j'ai parlé de classification sociale, je veux revenir à quelque chose qui est très, très, très classique pour ceux qui sont familiers de cet empire. C'est la classification sociale. Il y avait déjà deux catégories entre les askar et les riaya. Donc, en fait, entre ceux qui étaient les représentants, les agents du pouvoir, et puis les sujets plus simples qui étaient les producteurs, en fait, de ce système-là. C'était deux catégories différentes, mais pour ceux qui faisaient partie de la classe régnante, si vous voulez, du pouvoir, les agents du pouvoir, en fait, étaient tous
issus soit d'un système d'esclavage, donc soit ils étaient soit enfants d'esclaves à moitié, soit c'était des enfants en fait prélevés dans des provinces balkaniques avec le fameux système du prélèvement d'enfants, le devşirme en turc. Pour vous rappeler, pourquoi je souligne ça? Parce que ça fait des individus déjà qui sont en fait sans famille. Donc, dans l'affiliation, il y a une rupture. Ils n'ont pas d'ancêtres sur le territoire et en fait, leur droit d'héritage est limité. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les statuts des individus est différent, y compris pour ceux qui semblent avoir le pouvoir. Pour venir rapidement sur le reste, tout ça c'est pour casser un peu les catégories de notre approche, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde d'aujourd'hui, on est peut-être un peu plus sensible à cet aspect de différence confessionnelle, religieux, et comment c'était possible de vivre ensemble. Mais posons les catégories selon la classification sociale du droit de l'époque, en fait. C'est ça ma proposition. C'est pour ça que je me suis permis, en fait, de revenir sur cette séparation entre les askeri et les riaya, donc les sujets de l'Empire plus simple. Dans les sujets, bien sûr, on a une diversité. Il y a les musulmans, il y a les non-musulmans, etc., qui disposent de droits différents, mais qui ne sont pas des sans-famille, qui sont déjà dans ces couches de la société, y compris les non-musulmans. Ils ont de famille, ils ont, enfin, dans les deux sens. Ils peuvent, donner un héritage, etc., leurs biens. Tout ça, bien sûr, est géré par un système d'impôts et tout ça, qui est diversifié par rapport aux musulmans, aux non-musulmans. Bien sûr, ce serait absurde de les mettre au même niveau, parce qu'il y avait quand même des sujets qui étaient plus sujets que d'autres. Donc, les lois qui géraient, la fiscalité ou les droits des sujets musulmans n'étaient pas égales aux non-musulmans. Juste pour donner un exemple, par exemple, devant le tribunal, le témoignage de 2 non-musulmans équivalait à celle de 1 musulman, de 2 non-musulmans. Donc voilà, il y avait. Mais cela était aussi valable pour les femmes aussi. Donc il y a aussi un autre clivage dans la classification CSL, c'est femmes-hommes. Donc si je peux me permettre de rappeler toutes ces classifications selon le droit ottoman de l'époque, je voudrais bien revenir à la classification qui est faite devant les tribunaux. Chaque fois qu'il y a un cas qui se présente, en fait, les paramètres étaient très simples. Est-ce qu'il s'agit d'un musulman, d'un non-musulman? Est-ce qu'il s'agissait d'une femme ou d'un homme? Est-ce qu'il s'agissait d'un homme libre, enfin d'une personne libre, ou bien d'un esclave? Voilà un clivage très important aussi quand on parle du vivre ensemble, parce que le vivre ensemble, il faudrait aussi qu'on s'interroge là-dessus, de ce vivre ensemble. Un autre clivage était celui des citadins et des étrangers. Et puis, en dernière, je voudrais aussi peut-être évoquer celui des sédentaires par rapport aux nomades. Ce sont des clivages qui nous semblent peut-être aujourd'hui, de notre point de vue du présent, un peu lointaines, mais en fait, ça incluait toutes ces diversités-là aussi. Donc, ces personnes, selon la catégorie, n'avaient pas les mêmes droits, bien sûr, mais faisaient usage des mêmes institutions, y compris ce qu'aujourd'hui on appellerait le tribunal religieux, par exemple. Il ne faut pas l'imaginer que c'était exclusivement une institution fréquentée par les musulmans. C'était beaucoup plus complexe que ça. Après avoir posé cette catégorisation, cette classification sociale que le droit opérait par rapport au sujet, de manière un peu comme des boîtes qui sont mises les uns à côté des autres, je voudrais juste évoquer, par rapport au vivre ensemble, une classification ou bien une autre catégorie qui était la communauté, en fait. Et la communauté, pas dans le sens comme on l'imagine, religieusement ou ethniquement intègre et homogène, monolithique, mais diversifiée, mais qui faisait communauté parce que, en fait, il y a une catégorie très importante pour comprendre tout le système juridique et pénal à l'époque ottomane, c'est la responsabilité collective. Donc en fait, les habitants, le meilleur exemple peut-être c'est la responsabilité collective qui concernait les habitants des quartiers, des mahallés, mais aussi des villages, qui étaient collectivement responsables fiscalement et aussi par rapport au droit pénal envers de l'État. Donc quand il y avait un impôt à payer ou bien une amende à payer, c'était à eux collectivement que venait l'obligation de le remettre aux agents du pouvoir politique, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder de près un peu cette catégorie, parce qu'elle embrassait les musulmans et les non-musulmans. Par exemple, c'est juste pour énumérer un cas que je le souligne, ensemble dans un même corps, si vous voulez. Tout ça, bien sûr, pas pour dire, regardez comme c'était bien, tout le monde était en paix, etc. Il faut rappeler quand même ce que j'ai dit au début, c'est qu'il y avait des sujets qui étaient plus sujets que d'autres, bien sûr. Les sujets non musulmans ne pouvaient pas accéder
aux postes importants de direction, de militaires. Il ne pouvait pas être gouverneur, il ne pouvait pas être juge, etc. Donc, restait que la possibilité d'être commerçant, paysan, producteur, travailleur, etc. Mais ce clivage, je pense, quand on veut repenser le vivre ensemble dans l'Empire ottoman, il est peut-être important aussi de regarder ces catégories transversaux qui étaient opératoires. Si on parle de normes et pratiques, justement, sur le territoire, on voit que la responsabilité collective faisait de la communauté un agent qui embrassait ces différents acteurs. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que, jusqu'au XVIIIe siècle, c'était un peu comme ça, et les bouleversements du XIXe siècle vont bien brouiller ces cartes, bien sûr, dans un chemin qui va un peu vers la naissance du citoyen, qui est une autre catégorie encore. Et on va voir ça faire la suite, je pense. Merci, Chuck, de nous avoir introduit dans la complexité de se vivre ensemble ou côte à côte, dans l'Empire ottoman, donc qui est d'une grande complexité, et en même temps qui a fonctionné pendant plusieurs siècles, donc ce qui pousse un certain nombre de gens à le voir comme une sorte comme s'il y avait une sorte de Pax Ottomanica, dont on sait qu'elle est un peu mythique. Voilà. Alors, pour gouverner cet empire si complexe, eh bien, nous allons avoir les éclairages de Nora Lafi, je crois, qui va nous expliquer, dans le cadre peut-être de la Tripolitaine, plus tôt, mais peut-être pas uniquement. Merci, je vous remercie. En effet, oui, peut-être dans le cadre de la Tripolitaine, la Libye aujourd'hui, mais aussi parce que je suis spécialiste de la ville d'Alep, et que j'ai travaillé au Caire et que j'ai des approches comparatives sur les villes de l'Empire ottoman, et je travaille à Istanbul. Et donc là, mes recherches actuelles sont sur la ville de Crète, en Crète et à Chypre. Donc voilà. Et puis un article récent que je viens d'écrire sur Salonique. Donc vous vous dites, mais mon Dieu, ce sont des villes complètement différentes en Méditerranée. Oui et non. Je travaille sur ces villes à Istanbul, mais je travaille aussi sur les archives locales. Alors le vivre ensemble, pour moi, c'est d'une part, c'est quand on pense aujourd'hui l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la Syrie. Et la Syrie est peut-être un très bon exemple pour comprendre ce qui s'est passé à l'Empire ottoman aujourd'hui. C'était des endroits où il y avait des juifs, des musulmans, des chrétiens, des athées, des polythéistes, parce qu'on pense souvent aux 4 religions, mais en fait, il y avait aussi d'autres religions dans tous ces endroits. Et il y avait une coexistence. Et dans l'Empire ottoman, cette coexistence, en fait, entre ces populations, c'était un système construit, pensé, éminemment construit. Et j'en veux pour preuve, c'est que quand on va aux archives impériales et même des archives locales de l'Empire ottoman, qui se trouve actuellement à Istanbul, au Başbakanlığı Archives, eh bien, vous avez des milliers de kilomètres d'archives de tous ces endroits, de Sarajevo à Bagdad, de Bagdad à Jeddah et la Mecque, ou Alger, ou Tunis, ou Tripoli, Benghazi. Et on a du mal à imaginer, mais physiquement, on comprend que c'était un empire. Quand on voit que c'est des kilomètres et des kilomètres de pétitions. Et pourquoi des pétitions ? Parce que je travaille sur le système pétitionnaire et sur la gouvernance urbaine dans les villes de ces empires ottomans. Et j'avais envie de parler du vivre ensemble à partir de ces archives-là. C'est vraiment quelque chose qui est émouvant, parce que jusqu'à présent, on connaissait que l'Empire ottoman avait un système pétitionnaire par ses registres, les deftar, mais on ne connaissait pas les vraies archives, les vraies pétitions. On ne savait pas, on n'avait pas encore accès à ces vraies pétitions. On en trouvait quelques-unes dans les villes concernées, mais des kilomètres de pétitions, non pas écrites en osmanlı, comme on a tendance à croire, c'est-à-dire que toutes ces villes avaient l'obligation d'écrire en osmanlı, c'est complètement faux. Alors déjà, ça c'est une des premières manières de voir comment on vit ensemble, c'est-à-dire que toutes les langues étaient autorisées. Vous avez la possibilité de vous faire traduire,
Donc j'avais aussi des pétitions où elles peuvent être traduites par un katib, par un secrétaire de la langue de l'administration l'Osmanlı à Istanbul, qui elle-même a évolué, parce que quand je travaille sur des pétitions du XVe siècle, l'Osmanlı n'est pas du tout le même au XVIIe, après 1711, et puis après les Tanzimettes au XIXe siècle. Donc déjà, les personnes qui vivaient dans ces villes et ces campagnes avaient le droit de pétitionner le sultan. Ils avaient le droit de pétitionner à la fois localement, auprès de leur chef communautaire ou le chef de la ville, mais ils avaient la possibilité aussi de pétitionner à Istanbul, contourner les pouvoirs locaux quand il s'agissait donc de réclamer justice. L'Empire ottoman n'est pas du tout un système donc égalitaire. Ce serait anachronique de penser l'égalité à l'époque médiévale et moderne de toute façon. C'est un empire qui est bâti sur l'idée de justice. Al-Adal, Adalet aujourd'hui en turc, mais cette notion de turc, c'est aussi, je voulais revenir, c'est une notion construite de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. À l'intérieur, les gens ne se disaient pas je suis un turc. Donc, le vivre ensemble, qu'on soit juif, musulman, chrétien, c'était le respect et non pas la tolérance. La tolérance, ça vient beaucoup plus tard, à la fin du XIXe siècle. L'histoire de tolérance, c'est quelque chose qui se construit comme l'histoire de la minorité. Il n'y a pas de mot minorité avant les Tanzimettes, avant la période des réformes ottomanes. Le mot minorité n'existe pas parce que toutes les religions sont égales les unes des autres dans l'Empire ottoman, qui est un empire bâti sur un empire musulman. Et donc, l'idée du vivre ensemble, c'est que chaque sujet de l'Empire ottoman a le droit de pétitionner, qu'il soit juif, musulman, chrétien ou autre. Et je peux dire autre parce que je travaille actuellement sur des pétitions de femmes esclaves, je dis bien de femmes esclaves, en Tripolitaine, mais il n'y a pas à Damas aussi, j'en fais la comparaison, qui pétitionnent l'Empire parce qu'on a vendu leurs enfants et qu'elles réclament qu'on leur ramène leurs enfants. Donc en fait, quelle que soit la religion dans cet empire, eh bien vous avez le droit de demander justice. Et c'est pas rien, parce que cela veut dire qu'il y a une possibilité de pouvoir négocier. C'est un empire où on négocie. La justice, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, c'est quelque chose qui se négocie. Donc, en fait, dans les villes de l'Empire ottoman, avant la période des Tanzimettes, c'est un système construit avec des municipalités d'Ancien Régime. Vous aviez des chefs des communautés, mais pas uniquement des chefs de communautés religieuses. Par exemple, le Cheikh el-Beled d'Alger ou le Cheikh el-Medina à Tunis et en Tripolitaine, était responsable de la ville, mais il fonctionnait avec le Cheikh el-Yahoud, qui était le chef de la communauté juive, mais pas forcément religieuse. Il avait des compétences, je dirais, presque séculières, où il fallait organiser la vie de quartier, les haras, les mahallas et les quartiers mixtes. Donc, je parle un peu trop. C'est-à-dire, donc, je pense qu'il y aura voilà, le sujet est vaste. Il y aura un deuxième tour pour parler qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que tout à coup, pendant des centaines d'années, voire un millier d'années ou plus, des gens qui étaient de différentes confessions, des juifs, des musulmans, des chrétiens, tout à coup, il se passe quelque chose au XIXe siècle. Eh bien, j'attends le deuxième tour pour en parler ou je commence à en parler maintenant? Voilà. Avant de voir l'Empire se dissoudre, essayons de le voir en bonne forme avant qu'il ne soit l'homme malade, selon la formule donc, de Nicolas Ier. Oui, c'est intéressant parce que ces pétitions qu'on commence à découvrir, qui ont dit en turc şikayet, enfin de l'arabe shikaya, et dont les Français ont fait à l'époque de la colonisation la shikaya, si vous voulez, parce que je pense que il n'y avait pas le droit de pétition dans la colonisation. Je crois que voilà. Et donc ils ont vu ça plutôt une sorte d'argutie juridique qui probablement devait les agacer. Voilà.
Alors après, voilà. Et donc je passe la parole maintenant à Robert Solé qui va nous parler donc de l'Égypte, je crois, de l'Égypte ottomane. Et donc un cas particulièrement intéressant étant donné l'importance de cette province d'Égypte. Oui, en effet, l'Égypte à la fin du XVIIIe siècle est une province ottomane, mais une province turbulente. Province turbulente qui est gouvernée par des princes mamelouks. Mamelouk en arabe, mamalik, ça veut dire les possédés. Ce sont d'anciens esclaves qui ont été achetés enfants dans le Caucase, en Asie centrale, qui ont été affranchis, islamisés, formés au métier des armes et qui prennent le contrôle de cette province depuis longtemps. Et les autorités ottomanes, la Sublime Porte, a beaucoup de mal à contrôler cette province. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, l'Égypte, c'est 4 millions d'habitants, d'après les estimations qui ont été révisées. En majorité des paysans misérables, immense majorité de paysans misérables qui sont exploités, à qui on arrache des impôts à coups de fouet, qui sont corvéables à merci. Dans les villes et au Caire notamment, de très grandes disparités existent. Et régulièrement, il y a la population, le petit peuple, les âniers, les portefaix, les porteurs d'eau, les employés des abattoirs se révoltent et vont vers la grande mosquée, font appel aux grands oulémas, les docteurs de la loi qui sont riches, qui sont les docteurs de la loi, qui sont tout tremblants. On les entraîne jusqu'à la citadelle du Caire pour protester contre le pouvoir et essayer d'obtenir quelque chose. Alors, parmi cette population, il y a aussi de petits oulémas, des petits oulémas qui, eux, alors appartiennent à la population et qui appartiennent à cette grande université mosquée d'Al-Azhar, qui existe toujours, mais qui, à l'époque, est complètement sclérosée, qui n'enseigne quasiment que des matières religieuses. Et c'est le déclin intellectuel de cette province qui a été, évidemment, dans l'Antiquité, une grande puissance. Avec quelques exceptions, on connaît Jabarti, le chroniqueur de l'expédition d'Égypte, qui est un intellectuel ouvert, etc., un poète. Quelques exceptions. Au Caire, 1 habitant sur 5 n'est pas musulman ou n'est pas de souche égyptienne. Il y a des juifs, on l'a dit, il y a des catholiques syriens, il y a des turcs, il y a des arméniens, il y a des grecs, et naturellement les coptes, ces chrétiens d'Égypte, c'est-à-dire ces Égyptiens qui n'ont pas été islamisés, qui ne se sont pas convertis à l'islam, qui forment, on ne sait pas très bien, à peu près à l'époque 5% de la population, ça se discute. Ce sont des protégés, comme on dit. Ils ont un statut spécial, je n'y reviens pas, enfin on y a fait allusion. Il y a aussi des catholiques syriens qui sont polyglottes et qui ont réussi à contrôler les douanes du pays, lesquelles étaient contrôlées jusqu'en 1730 à peu près par les juifs. Donc, vous voyez, les communautés avaient chacune quand même un rôle. Il va y avoir en 1798 le premier choc entre cet Orient musulman, cette province musulmane, et l'Occident, puisque c'est l'expédition de Bonaparte en Égypte. C'est le premier choc depuis les croisades. Mais Bonaparte n'arrive pas en Égypte avec un esprit de croisade. Et ça, c'est très intéressant. Il arrive en disant « Moi, je suis un admirateur du prophète ». Il finit par dire « D'ailleurs, je suis musulman ». On l'invite à se convertir à l'islam. Il y échappe en disant quand même la circoncision, l'alcool, etc. impossible pour 50 000 hommes que je conduis. Mais Bonaparte arrive avec cette idée, il est intéressé par la religion, par l'islam, il va écouter ses docteurs de la loi, ses notables, etc. La distance culturelle entre les Français et le peuple d'Égypte est très grande.
Et il va y avoir des malentendus. Alors Bonaparte est arrivé en disant « j'arrive au nom du sultan ». Nous sommes au lendemain de la Révolution française, on n'occupe pas un pays, on ne va pas occuper un pays, on va libérer le peuple égyptien de la tyrannie des princes mamelouks. Et on le fait au nom du sultan de Constantinople, lequel n'a pas été consulté, n'est pas au courant de l'opération et il sera furieux. Et il va soulever la population du Caire, il va envoyer des agents ottomans pour soulever la population du Caire contre l'occupant français. L'occupant français qui a bousculé les mœurs locales. Il faut dire, il a beaucoup choqué la population. Il ne veut plus qu'on enterre les morts dans la ville. Il faut aller les enterrer à l'extérieur. Il veut séparer les quartiers par des portes pour des raisons de sécurité. Mais les quartiers, ils sont bien sans les portes. On veut compter la population. Mais pour compter la population, il faut entrer dans les maisons. Il y a des femmes dans les maisons, etc. Donc, un grand choc culturel entre la population de l'Égypte et... Je ne vais pas être trop long, simplement je veux dire, continuer sur 2 points. Les Français vont passer 36 mois en Égypte. Ils ne vont rien civiliser du tout. Ils étaient censés apporter la civilisation à l'Égypte. Ils n'ont pas le temps de changer quoi que ce soit. Ils laissent l'Égypte à peu près dans l'état où ils l'ont trouvé. Mais, ils vont briser le système mamelouk. Ils brisent le système politique égyptien. Et en brisant le système politique égyptien, ils ouvrent la porte à celui qui va être le fondateur de l'Égypte moderne, qui est Mohammed Ali ou Mehmet Ali, qui est un Turc de Macédoine, qui va arriver avec les armées ottomanes et anglaises, et qui va s'emparer du pays après des années de très compliquées. C'est un analphabète, il ne sait ni lire ni écrire sa propre langue, le turc, mais c'est un homme d'État. C'est un homme intelligent, ouvert, qui veut créer un État et même un empire. Il va s'emparer du Soudan. Au nom du sultan, il va aller faire des conquêtes. Il va finir par se rebeller contre son suzerain. Mais Mehmet Ali va assigner, alors là je reviens à notre sujet, à chacune des catégories un rôle. D'abord, il assure l'ordre en Égypte, c'est fini les turbulences des Mamelouks. Il contrôle toute l'économie. Il exerce des monopoles sur l'agriculture, sur l'industrie, sur le commerce, contrairement à ce qui se fait en Europe à la même époque, où on est en plein libéralisme. Il ne copie pas l'Europe. En revanche, il est convaincu qu'il faut adopter les techniques européennes pour moderniser le pays. Alors il va faire appel à des officiers, des médecins, des ingénieurs européens en Égypte qui vont l'aider à bâtir un État moderne, et il va envoyer des missions scolaires en Europe, notamment en France. Et je termine par là, parce que la première mission scolaire qui est envoyée en France, c'est 44 jeunes gens qui ne connaissent pas un mot de français, qui arrivent en turban à Marseille, et parmi eux, il y a l'accompagnateur spirituel, un jeune imam, un jeune cheikh, Rifa al-Tahtawi, qui lui va être très vite repéré par les Français qui accueillent cette mission scolaire à Paris comme le plus doué, le plus sérieux, le plus curieux. Ils vont lui donner une formation encyclopédique. Il va se distinguer de tous les autres. Il va passer 5 ans en France. Et à son retour, c'est un musulman qu'on a envoyé à Paris, et c'est un Égyptien musulman qui revient en Égypte. Il a pris conscience en France de son appartenance à l'Égypte. L'Égypte qui, à ce moment-là, on vient de déchiffrer les hiéroglyphes et glorifier en France, etc. Et Tahtawi va être le pionnier de ce qu'on appelle la Nahda, la renaissance intellectuelle. C'est une longue histoire ensuite, c'est le premier maillon d'une longue chaîne. Tahtawi va créer l'école des langues en Égypte, instituer des traductions, etc. Et il y aura toute une lignée c'est le début du nationalisme égyptien. Voilà. Voilà, vous faites
Vous faites très bien la transition avec la deuxième partie. Lorsque vous avez décrit le patchwork qu'était le Caire à la fin du XVIIIe siècle, ça nous rappelle une chose qui est importante. Eushek disait tout à l'heure que l'Empire ottoman, on ne pouvait pas le comparer véritablement aux autres empires territoriaux de l'époque, c'est-à-dire l'Autriche et la Russie, et en particulier pour une raison, c'est que c'est un empire qui est beaucoup plus pluriel que ne sont la Russie et l'Autriche. Lorsqu'on regarde une carte de ces empires, on peut localiser en gros, si vous voulez, les différentes populations. Ce n'est pas le cas dans l'Empire ottoman, où dans les villes, dans les quartiers, dans les provinces, eh bien, il y a un mélange tout à fait extraordinaire. Un Autrichien a essayé de cartographier les Balkans ottomans en 1878. Il lui a fallu 23 nuances de graphiques et de couleurs pour représenter les différentes populations, ce qui fait que sa carte est illisible, tout simplement. Voilà. Alors, je passe maintenant, puisqu'on va traverser la Méditerranée orientale, donc on va passer du Caire à la région de Smyrne, et peut-être au-delà, à l'Anatolie. Donc, Marie-Carmen va nous présenter cet aspect du vivre ottoman dans un cadre qui est aussi chronologiquement à peu près celui que nous avons utilisé jusqu'à présent. Alors justement, dans cet empire pluriel dont nous avons déjà parlé, avec des communautés différentes, ethniquement, confessionnellement et nationalement diverses, dans lesquelles on parle plusieurs langues, on a parlé des langues, comment vivait-on ensemble? Est-ce que, pour reprendre cette image de cet historien américain Malcolm Yapp, est-ce que la société ottomane était cet immeuble où chacun vit retiré chez soi, avec pour seul contact les rencontres de couloirs? L'exemple des villes cosmopolites que l'on pense à Istanbul, Alexandrie, Smyrne ou Izmir, ou tant d'autres, le Caire et tant d'autres, peut-être a son intérêt qu'au-delà de ces frontières que nous avons pu voir entre les musulmans, les non-musulmans, les Ottomans, les étrangers, les hommes, les femmes, comment concrètement vivait-on avec l'autre? Comment s'organisait cette coexistence par-delà justement ces différences et cette image un peu stéréotypée que l'on a souvent eue d'une société compartimentée à l'excès, une image que l'on avait surtout quand on voyait les cartes de ces villes ou voilà, même de d'autres endroits qui n'étaient pas des villes, même peut-être des villages, où on voyait des quartiers séparés réservés aux membres d'une seule communauté, un quartier grec, un quartier juif, des quartiers musulmans, des quartiers européens, un quartier arménien. On a tendance, du coup, après avoir aussi par-dessus se superposer les séparations justement décrites précédemment, et donc cette organisation, en tout cas pour les communautés de non-musulmans, entre les millettes, on appelle ça, les communautés ethnico-confessionnelles, où chaque communauté, la communauté grecque, la communauté juive, la communauté arménienne, puis plus tard la communauté protestante, c'était un cas un peu différent au XIXe siècle, vit encadrée par ses propres instances, avec un système similaire pour les Européens, la colonie française, colonie anglaise, etc. Donc, d'un côté, ces quartiers qui structurent l'espace urbain, de l'autre côté, ces communautés, et donc apparemment tellement de frontières qu'il semblerait peut-être impossible de vivre avec les autres. Ce qui est intéressant, c'est du coup de se demander comment justement on vivait avec les autres et quels liens concrets on nouait avec les autres. Liens de mariage peut-être, de voisinage, de parenté spirituelle, de sociabilité. Peut-être faisait-on des affaires avec l'autre, par-delà ces différences. Et du coup, cette ville ottomane plurielle, puisque c'était plutôt l'exemple sur lequel je peux le plus facilement parler, ces villes ottomanes plurielles, au lieu d'être vues comme des compartiments, par leurs frontières, en fait, celles que je viens de les décrire, pourraient plutôt être vues comme un tout cohérent qui n'existerait en tant que tel que justement par la coexistence et le voisinage des différents groupes et communautés. Alors justement, comment les habitants de ces villes vivaient-ils entre eux, sans pour autant nier les inévitables différences, les inévitables conflits qui ponctuent la vie au quotidien, mais peut-être que ces conflits, on les voit différemment parce qu'on se dit que ce sont des conflits entre des communautés différentes, alors que c'était simplement des conflits entre des voisins qui, certes, appartenaient à des communautés différentes, mais qui avant tout se disputaient parce qu'ils étaient des voisins. Ils auraient pu se disputer de toute façon, même s'ils étaient de la même communauté. Des liens étaient en effet possibles et non pas étaient toujours possibles au même moment. C'est-à-dire que certains mariages qui semblaient impossibles
à une période, s'avèrent être possibles un peu plus tard, comme par exemple ces mariages, même au sein de la religion chrétienne, entre des protestants et des catholiques, qui au départ n'étaient pas possibles et commencent à apparaître en 1830, ou ces mariages entre catholiques et orthodoxes, qui à l'extrême fin du XIXe siècle apparaissent aussi. On parle peu des mariages entre des religions différentes, même si les archives montrent qu'ils ont eu lieu et qu'il y a eu en effet des mariages aussi entre des chrétiens et des juifs. J'en ai encore retrouvé ce matin dans les archives. Plus à l'extrême fin de la période, on ne sait pas si ça existait avant, mais en tout cas on ne les voit pas dans les archives toujours si facilement. Voire des mariages aussi avec des musulmans, officialisés ou non, mais donc certains liens étaient en effet possibles. Certains étaient plus faciles, vous vous en doutez, les liens liés aux affaires ou les liens de sociabilité. On peut se retrouver en effet dans ces villes plurielles lors des grandes fêtes religieuses qui du coup ponctuent, que ce soit le ramadan, que ce soit les fêtes lors de la Pâque juive ou lors de la Pâque ou de Noël. Pour les chrétiens, on se retrouve toute la ville ensemble autour justement de ces moments de partage. Donc certains liens sont possibles, d'autres sont plus difficiles et ça varie en fonction de la période, donc on doit évidemment ponctuer ça périodiquement, historiquement. Et pareil, la coexistence est aussi possible au niveau de l'espace. Alors bien sûr, ça veut dire que quand on est grec, on peut habiter aussi dans un quartier qui n'est pas grec. Ce n'est pas si facile que ça varie aussi au fur et à mesure que la période avance dans le XIXe siècle. En tout cas, à la fin du XIXe siècle, on peut plus facilement habiter dans ce qu'on appelle le quartier du bord de mer, qui est en général réservé aux familles les plus aisées, quelle que soit leur communauté d'appartenance. Même si la séparation, et d'autres l'ont montré très bien aussi, comme Robert Hilbert et d'autres historiens, des fois se retrouvent, même quand les quartiers commencent à s'ouvrir aux autres, des autres communautés, la séparation, des fois, se retrouve à une échelle plus petite que le quartier. On se retrouve entre soi, dans des portions de rue, voire dans un immeuble. Et pour que finalement, au XXe siècle, l'exemple de l'immeuble Yacoubian le montre bien. Voilà, dans ce même immeuble, on vit, quelle que soit sa communauté de rattachement, voilà, avec les autres. Je ne sais pas s'il faut que je m'arrête ou si je continue encore sur les identités plurielles, mais je peux m'arrêter là. Peut-être. Merci Marie-Carmen de nous donner justement cette d'entrée au plus proche de la vie quotidienne et des liens qui pouvaient se créer ou ne pas se créer entre des individus qui se côtoyaient. Il y avait effectivement dans l'Empire ottoman des quartiers communautaires, mais qui n'étaient pas des ghettos, qui n'étaient pas fermés aux autres. Et puis, il y avait de nombreux quartiers mixtes également. Par exemple, dans la ville d'Ankara, qui était une bourgade au début du XIXe siècle, de 20 ou 30 milliers d'habitants à peu près, il y avait une quarantaine de quartiers musulmans, une vingtaine de quartiers non musulmans et une vingtaine de quartiers mixtes, en fait, où musulmans, grecs et arméniens vivaient dans un même quartier. Voilà, donc nous avons essayé de décrire à travers ces différentes expériences ce qu'était un petit peu ce qu'on pourrait appeler le système ottoman, en caricaturant un petit peu le terme, si vous voulez. Et je propose que nous parlions maintenant de la dégradation de ce système et comment on arrive à des situations comme les plus grands massacres, par exemple des Arméniens dans les années 1890, bien sûr ensuite le génocide en 1915, des drames absolument terribles qui concluent la fin de l'Empire ottoman, des déplacements de population, des massacres de toutes sortes, et finalement au forceps un Moyen-Orient et d'une manière générale la région que nous étudions, prenant une configuration très différente mais également très conflictuelle, comme nous le rappelle l'époque contemporaine. Alors maintenant je voudrais qu'on réfléchisse justement ensemble sur ce qu'on peut l'appeler un petit peu la dissolution de ce système ottoman. Il ne faut pas du tout l'idéaliser. Je crois que personne d'entre nous n'a cette tendance. Bien sûr, c'est un système qui est fondé sur l'inégalité, sur des statuts très définis et inégalitaires, et par conséquent, donc, qui ne représente certainement pas un modèle pour nous aujourd'hui, mais
qui nous invite quand même à réfléchir sur cette coexistence qui a duré quand même très longtemps et à réfléchir sur la façon dont elle a été possible et pourquoi elle a fini par se dégrader et donner lieu à de terribles violences. Alors, je ne sais pas qui voudrait prendre la parole pour... je pense que nous allons nous allons parler de facteurs différents. Monsieur Solé a déjà souligné le nationalisme, bien sûr, et en particulier l'apparition du nationalisme égyptien à l'époque de Ahmed Ali. Bien entendu, le nationalisme, dont le fondement est totalement différent du fondement religieux, a évidemment joué un rôle très important dans cette dissolution, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Et de toute façon, donc, je pense que ce serait intéressant d'entendre les uns et les autres évoquer les facteurs peut-être locaux ou généraux qui ont conduit à cette dégradation. Qui voudrait prendre la parole? Nora? Toujours avec plaisir, même s'il s'agit de parler de moments difficiles. Parce qu'en fait, le 19e siècle, je reprends là où je m'étais arrêtée, c'est-à-dire au Tanzimet, c'est-à-dire aux réformes, au milieu du 19e siècle, il y a des réformes. Mais ces réformes, en fait, on peut les lire de manière très différente selon les lieux, mais qui, en tout cas, ont été complètement ambiguës à cause, on a parlé du nationalisme, mais du colonialisme. Donc l'expédition de Bonaparte, c'était une expédition qui était extrêmement violente. J'ai travaillé sur la place de Esbekiye au Caire et comment pour la première fois un quartier attaque un autre quartier. Et ça, on en parle très peu en Égypte. Il y a eu plus de 4000 morts et, dans ce quartier d'Esbekiye. Et ce quartier, la place d'Esbekiye, c'est une place dans laquelle... au moment de l'expédition de Bonaparte, on a contrôlé la ville, et pour contrôler la ville et le notable, et le système des notables, puisque ce système des notables juifs, musulmans, chrétiens et autres, dans tout l'Empire ottoman, c'est ce qui faisait le corps civique, les villes étaient un corps civique par ces notables, et ces notables étaient en lien avec cette population aussi pauvre. Et il y avait vraiment un système d'ancien régime. Et l'arrivée de Bonaparte et les troupes françaises ainsi que les troupes anglaises dans la ville, de manière violente, ont cassé ce système. Ils ont mis sur cette place qui est la place Esbekiye toutes les belles portes qui existaient depuis des centaines d'années, au milieu de la place, et ils les ont brûlées. Et donc, en fait, ces portes représentaient, en fait, chaque quartier, dans toute la ville du Caire, l'intimité et ce qui faisait aussi le quartier. Et donc, en fait, c'était une manière très symbolique, mais pas que symbolique, physique, de dire, ce système-là n'existe plus. Nous contrôlons la ville. Et c'est aussi un système extrêmement violent, puisque ce ne sont plus donc les notables et les gens des quartiers qui contrôlent leur vie, ni les systèmes communautaires. Et à partir de ce moment-là, l'Égypte, ensuite la Grèce, la création de l'idée de grec, c'est en 1821. Enfin, ça commence un petit peu plus tôt. Il y a des chercheurs qui ont travaillé sur cette idée-là. Et c'est la création en fait, coloniale d'une identité grecque. Et ensuite, en 1821, et ensuite, il y a 1830, une autre violence dans l'Empire ottoman, c'est la colonisation de l'Algérie. Et donc, à partir de ce moment-là, la colonisation, on ne peut pas coloniser et dire qu'avant nous, c'était bien. Donc, le système de colonisation, c'est un système de division. Vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un si vous ne divisez pas. Donc, en fait, en Algérie, ce qui s'est passé, c'est qu'on a divisé les populations de manière ethnique, en les créant, comme on a créé l'identité grecque, comme on va créer le berbère, comme on a créé le turc, on va créer le berbère, l'arabe, et on va séparer dans les sociétés les juifs des musulmans. Et ça a été très très violent. Et donc, à Tunis, en 1850, cette violence, donc il y a eu plein de réfugiés,
le système communautaire juif de Tunis, qui fonctionnait donc pendant des centaines d'années, a commencé à être aussi affecté. Et donc, en 1858, il y a une loi qui va gérer tout l'Empire ottoman, ce qui est la loi de propriété. Non pas que les gens, les juifs, les musulmans et les chrétiens n'étaient pas propriétaires avant de leur propre... Ils étaient tous propriétaires, ils pouvaient être propriétaires, mais cette loi de 1858 fait que des personnes étrangères à l'Empire ottoman peuvent devenir propriétaires. Et ça a été l'impact des lois qu'on a façonnées dans l'Algérie coloniale, dans la province d'Alger coloniale, par les consuls dans tout l'Empire ottoman pour essayer de faire changer un système économique et qui a été extrêmement violent. Et on voit à partir de 1854-58 et plus tard, avec ces systèmes de gouvernance nouvelles où les notables chrétiens, musulmans, juifs se voyaient dépossédés de leurs propres biens dans les villes. Et donc on commence à voir une crispation et qui va commencer en fait à nourrir des massacres. Et moi j'ai travaillé donc, si je peux continuer encore un petit peu, sur d'une violence soudaine à Bab el-Bahr, à Tunis, qu'on appelle aujourd'hui Porte de la Marine. Et en fait je pensais que c'était une violence soudaine et en fait les victimes étaient des juifs. Et des juifs d'Algérie. Et donc, c'est la première fois que la ville connaît une violence qui est dirigée vers des juifs alors qu'ils vivaient ensemble. Et je pense que c'est un moment que l'on peut commencer à analyser avec des futures recherches dans toutes les villes, puisque cela se passe aussi à Jeddah, cela se passe aussi à Salonique. Et donc, je pense qu'une approche comparative de ce moment où il se passe quelque chose, où les communautés ne peuvent plus vivre ensemble, elles essayent, mais il y a un système qui vient s'imposer dans toutes ces villes. Et je pense que c'est un moment qu'il faut impérativement analyser et que le colonialisme est un des grands vecteurs de ce... Mais analyser le colonialisme, non pas uniquement avec on vient, on va tout tuer, tout saccager, non, mais comme un système aussi qui échappe aux gens qui le font aussi, c'est-à-dire qu'il est aussi motivé par des moteurs économiques qui sont extrêmement importants. Et là, c'était le contrôle donc de cette Méditerranée, un contrôle économique, mais qui va jusqu'à l'intimité, le contrôle de la maison. Les notables perdaient leur maison. Et donc, pardon. Merci Nora d'avoir rappelé donc dans ce problème de déconstruction du système ottoman l'impact de l'Occident, qui est soit un impact direct par la conquête, par la conquête militaire. Toutes les régions de l'Empire ottoman n'ont pas été donc affectées de la même façon, bien entendu, mais à côté de cet impact militaire, il y a aussi un impact idéologique qui est celui de la Révolution française et qui sous-tend donc les mouvements nationalistes. Et on peut imaginer dans l'impact de cette idée d'égalité dans le système que nous avons décrit, c'est-à-dire à quel point cette idée d'égalité était subversive, si vous voulez, destructive du système ottoman. Voilà, alors je passe la parole à Isabelle pour quelques éclaircissements. Oui, enfin des éclaircissements sur un tout petit point quelque part, enfin qui est énorme et qui est l'objet de mon travail, qui est Alger en 1830, parce que voilà, je me suis beaucoup, mon travail vraiment porte sur ce moment de la colonisation, pas du tout parce que j'y tiens, mais parce que il a fallu me rendre compte que les archives qu'on appelle le fonds ottoman sont des archives coloniales, c'est-à-dire constituées par l'administration française au moment de la colonisation pour pouvoir pour accompagner un mouvement de dépossession de la propriété. Donc j'ai été obligée de me demander mais quelle a été la documentation qui a été rassemblée, de quelle façon. Et donc il a fallu que je m'intéresse à ce début de la conquête française. Il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que
Vous avez parlé de ces histoires de quartier et tu as parlé de ces histoires de portes. C'est intéressant parce que effectivement à Alger, une des premières mesures, une semaine après l'entrée des troupes dans la ville d'Alger, l'administration française a exigé que les gens mettent des numéros sur leurs portes et des noms aux rues. Hein. Donc vous y faisiez référence, etc. Évidemment, c'est parce qu'ils étaient complètement paumés. Ils savaient pas se débrouiller dans cet espace. C'était ça leur problème. Et donc, effectivement, mettre un nom sur les rues était le moyen de s'y retrouver. Il s'avère qu'effectivement, il n'y avait pas de nom de rue. En revanche, il y avait des noms qui n'étaient pas écrits sur des plaques, mais il y avait des noms de houma, de quartiers, en réalité, qui étaient des portions de rues. Hein. Or, ces houma, elles n'étaient pas seulement des rues, elles n'étaient pas seulement des passages, elles étaient des organisations sociales. Hein. Et alors, à travers la relecture des conditions dans lesquelles le nom de la rue a émergé, on peut lire une destruction d'institutions absolument essentielles dans la ville. Voilà. Enfin, s'il y a un travail, voilà, le travail consiste à montrer des choses qui ne se voient pas. Enfin, voilà. Donc là, on a cette réalité-là. La deuxième est liée à la propriété. Non, bah voilà, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Donc. Oui. Bon. Peut-être on va passer la parole à Chuck qui nous avait parlé donc des normes et des pratiques du vivre dans l'Empire ottoman pour voir comment ce système s'est dégradé, enfin, d'une manière progressive, différente d'ailleurs selon les régions, mais enfin sur lequel on peut essayer de réfléchir ensemble. Non, je vais être juste un peu bref parce que je sais que les catégories juridiques, c'est pas ce qui est le plus amusant à raconter dans toutes ces histoires. Mais je suis contente parce qu'avec les interventions de Nora, Marie-Carmen, on est rentré un peu dans la dimension du temps et des changements en fait. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de catégorie, mais la classification et la catégorie changent dans le temps et on a là vraiment avec l'Égypte un exemple très frappant. Nora évoquait tout à l'heure l'exemple du juif. C'est vrai, personne ne se disait juif, etc., s'identifiait pas à cette identification-là, ou bien c'était pas une catégorie de classification sociale pour le droit. Et tout ça, ça a une histoire. Mais avant, il y avait d'autres catégories. Comme je disais, je ne vais pas le répéter, mais c'est quand même important. Donc, en fait, notre questionnement devrait peut-être se porter sur qui est l'autre, c'est qui l'altérité. Donc, les quartiers, les lynchages, les expulsions, des quartiers existaient dans cette communauté un peu politique que j'avais évoquée tout à l'heure, mais selon des paramètres très différents. Avant et après les changements du 19e siècle. Qui était désigné comme l'altérité en fait avant ? Est-ce que c'était la prostituée ? Est-ce que c'était l'étranger qui était de passage dans la ville ? Est-ce que c'était quelqu'un qui venait d'une tribu nomade et qui était installé que récemment dans la ville ? On voit par exemple des exemples comme ça. Et dans le temps, quand on arrive à cette époque qu'on évoque maintenant, le long 19e siècle, en fait, l'âge des nationalismes et aussi des nationalités, hein, rien que l'idée de la nationalité, le titre de nationalité, etc., ce sont les débats du 19e siècle dans l'espace ottoman, aussi un peu enflammé avec, bien sûr, la conquête de l'Algérie, etc., où apparaissent ces catégories-là pour la première fois et où se pose ce problème de qu'est-ce qu'on fait des Algériens qui sont dans l'espace ottoman, c'est quoi la nationalité, est-ce qu'ils sont français, est-ce qu'ils sont ottomans, etc. Toutes ces questions-là ont une histoire, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'avant de venir à l'explosion de tout dans une grande violence à la fin de l'Empire ottoman et ce qui fait la Turquie actuelle, alors que jusque-là, même la question non seulement du juif, mais du turc ne s'était jamais posée. Personne ne disait « je suis turc ». La catégorie turque est presque une invasion post-républicaine de la Turquie. Ça fait partie ça date de la fondation de la Nouvelle République, si j'ose dire. Donc, pour pas tout très brouiller, je voulais revenir sur ces mécanismes de autocontrôle et de responsabilité collective qui existaient même au XVIe siècle dans cette société impériale
et qui perdure comme en fait une manière de fonctionner collectivement, socialement, les uns avec les autres. Mais en fait, c'est les paramètres qui vont changer. Après, les critères qui vont changer. Les violences vont exploser pour d'autres choses. C'est un peu comme un lien social qui peut fonctionner dans différents contextes. Et le contexte du 19e va être très différent. Et d'ailleurs, cette histoire-là n'est pas finie. Dans la Turquie actuelle, elle continue. En fait, ça existe toujours, ce système. C'est pas fini, en fait, cette personnalité collective qui réagit, qui se prête au lynchage, etc. Et juste pour une petite phrase de la fin, parce que j'avais commencé avec l'Ottomania, en fait, je fais bien sûr allusion à la Turquie actuelle, où il y a cette grande mode et cette envie, ce rêve de retour vers un empire ottoman qu'on s'invente aujourd'hui, en fait, qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de raconter ici. Et dans laquelle, en fait, il y a ce retour vers les quartiers, vers la gouvernance de la société par les responsables du quartier, qui s'appelle le muhtar, qui avait disparu au 19e siècle, en fait, avec la modernisation, entre guillemets, de l'État, et qui ressurgit maintenant soudain avec, vous voyez, ce faux retour vers quelque chose, un régime qu'on s'invente, et où les muhtars, ils font partie des interlocuteurs de premier ordre. Enfin voilà, sur toutes les plateformes, dirais-je, je vais m'arrêter peut-être là. Oui, merci Jacques pour nous rappeler justement comment ces catégories se sont maintenues et se sont déconstruites. Enfin, c'est ça qui est assez compliqué. Peut-être on va demander à Robert Solé de nous expliquer comment, dans l'Égypte du 19e siècle, justement, ce système, vous nous avez déjà parlé, le nationalisme égyptien qui naît avec Mohamed Ali, mais la complexité ne s'arrête pas là. Je veux dire que les choses continuent au cours du 19e siècle. Oui. Si vous pouviez nous en dire un mot. En effet, dans la période qui nous intéresse, c'est-à-dire du début du 19e siècle jusqu'en 1914, dans le cas de l'Égypte, on assiste à un détachement de l'Égypte de l'Empire ottoman progressif, d'un empire ottoman qui est affaibli, déliquescent. Et je pense qu'en effet, il y a plusieurs causes à cela. Le nationalisme, on en a parlé, on va y revenir, mais il y a aussi l'occidentalisation. Il y a la volonté d'autonomie de la part des dirigeants, et il y aura la colonisation. Il y a tout ça qui va expliquer comment l'Égypte se détache de l'Empire ottoman. On parlait de Mehmet Ali, Mohamed Ali, son petit-fils Saïd Pacha, qui arrive au pouvoir au milieu du 19e siècle, va changer la carte du monde avec un Français, Ferdinand de Lesseps. À eux deux, ils vont décider de relier la mer Rouge à la Méditerranée par un canal. Mais Saïd Pacha n'est que n'est rien du tout, il n'est que le gouverneur de l'Égypte. L'Empire ottoman ne veut pas de ce canal de Suez. Il ne veut pas d'un fossé dans son empire et il ne veut pas que des Européens s'installent en Égypte, et c'est ce qui va se faire. Et Saïd Pacha et Ferdinand de Lesseps vont décider tout seuls de changer la carte du monde, contre l'avis du sultan, contre l'avis des Anglais, qui ont très peur de l'implantation des Français en Égypte, et ils ont raison. Et c'est ça qui va... Alors ça s'accompagne d'autres choses, c'est l'arrivée en Égypte de religieux catholiques qui vont créer des écoles qui très vite vont devenir les meilleures du pays et qui vont former des générations de dirigeants égyptiens avant que l'instruction publique ne s'installe. Et donc, le successeur de Saïd Pacha, c'est Ismaïl, qui est un petit-fils de Mehmet Ali, et qui, lui, va négocier un peu plus de la Sublime Porte. Il va négocier le titre de Khedive. Il y a plein de cafés en France qui s'appellent le Khedive. C'était très à la mode à l'époque. Il achète le titre de Khedive, qui ne veut rien dire, mais qui va lui donner une stature d'homme d'État. Et il l'achète, ce titre-là. Il veut moderniser le Caire, il a été emballé par ce qu'a fait Haussmann à Paris, il veut faire du Haussmann au Caire pour l'inauguration du canal de Suez. Il va dépenser des fortunes, il va s'occidentaliser et on va lui attribuer une phrase incroyable, il va dire « Mon pays n'est plus en Afrique, nous faisons partie de l'Europe ».
Nous faisons partie de l'Europe. Et Ismaïl va s'endetter énormément. À ce moment-là, les Anglais, les Français, qui sont ses principaux créanciers, prennent le contrôle concrètement économique de l'Égypte. Ça provoque du nationalisme, des officiers autochtones qui vont se rebeller non seulement contre les Anglais et les Français, mais contre les Turcs, les Circassiens, comme on dit, qui dirigent l'armée égyptienne. Et c'est tout ça qui va provoquer l'occupation de l'Égypte par les Anglais, j'ai terminé, en 1882. Et en 1914, les Anglais vont détacher complètement l'Égypte de l'Empire ottoman en remplaçant le Khedive par un sultan. Il y a un sultan à Istanbul, mais il y aura un sultan en Égypte. Et l'Égypte ne fait plus partie de l'Empire ottoman. Bien, merci. Je crois que vous avez évoqué un facteur très important qui sont les écoles. Et je pense que le problème de la scolarisation, du développement des écoles dans l'Empire, quelle que soit la région finalement, a créé effectivement un système tout à fait nouveau, une organisation tout à fait nouvelle. Vous avez eu des écoles dans les communautés, des écoles grecques, des écoles arméniennes, des écoles juives, des écoles occidentales qui généralement, comme vous le dites, étaient de meilleure qualité parce qu'elles venaient avec un arrière-plan pédagogique qui était tout à fait différent. Et je crois que chacune de ces écoles, chacun de ces disons de ces systèmes scolaires a évidemment contribué à former des personnalités et des identités tout à fait différentes de celles qui existaient auparavant. Les missionnaires, par exemple, ont joué un rôle considérable dans l'Empire ottoman, que ce soit les missionnaires américains qui ont constitué énormément de missions dans l'est de l'Anatolie, ou bien les missionnaires chrétiens un peu partout, donc les missionnaires, je veux dire catholiques, pardon, les protestants. Et donc ça a été un facteur certainement extrêmement important dans ce qu'on a appelé la dissolution du système ottoman. Peut-être un mot, Marie-Carmen, peut-être pour... et puis je voudrais qu'on donne la parole au public. Il y a certainement beaucoup de commentaires à faire et de questions à poser aux différents intervenants. Alors, pour terminer, la fin de l'histoire sur les identités plurielles, et peut-être justement, c'est une autre manière de comprendre la mort de certaines de ces villes, et aussi, voilà, la décomposition de l'Empire ottoman. Ce qui était possible avant, tout d'un coup, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, commence à devenir plus difficile. On ne pouvait plus être ce grec ottoman de confession catholique qui avait épousé une vénitienne dont le père était français et qui après, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus avoir tous ces jeux d'identité en fait, qui faisaient qu'on était soi-même quelqu'un de pluriel. De toute façon, dans cet empire, c'était possible. Or, petit à petit, par toute une série de réglementations qui, de toute façon, se retrouvent dans les États-nations occidentaux, on essaie de faire entrer les gens dans des cases. Donc, il y a la loi sur la nationalité dans les différents pays. Il y a la loi sur la nationalité ottomane en 1869. On doit donc devenir ottoman. Et du coup, peut-être, on ne peut plus être plein de choses à la fois, comme tous ces exemples que j'aurais pu vous raconter. On doit faire son service militaire, donc on doit finalement choisir ce que l'on est, et on ne peut plus être beaucoup de choses à la fois. Donc quelque part, l'étau se resserre, on vous oblige à choisir, et quelque part, avec la fin de l'Empire ottoman, meurt aussi un certain modèle de coexistence, et la mort de ces villes plurielles, en fait, est très diverse en fonction de ces villes. Pour Smyrne, ça sera 1922 et le grand incendie qui détruit cette ville, et pour d'autres villes, ça va être d'autres dates. Mais c'est aussi cette déliquescence, en fait, de ces jeux d'identité qui est aussi le signe, voilà, de ces possibles qui ne sont plus possibles, justement. Oui. Bien, écoutez, je crois qu'on a fait un tour d'horizon déjà substantiel dans la complexité de cet empire, et je voudrais donner la parole au public s'il y a des questions, des demandes d'éclaircissement, voilà. Alors, je crois qu'il y a un micro qui se promène. Des questions, excusez-moi, devront être brèves, bien sûr, puisque nous avons un temps extrêmement restreint, malheureusement. Oui. Ce que je peux constater, c'est que
la modernité est entrée en Égypte et dans le Proche-Orient, par conséquent, avec l'expédition de Bonaparte en 1798, on peut la dater. Au Japon, elle est entrée 60 ans plus tard, en 1859. Comment se fait-il, c'est la question que je me pose, et à laquelle je n'ai pas de réponse malheureusement, comment se fait-il que cette modernité ait réussi singulièrement au Japon, alors que c'était un pays féodal et fermé auparavant, et que dans l'Empire ottoman et au Proche-Orient en général, elle a lamentablement échoué, du moins partiellement. Bien. Merci pour ce commentaire, ce qui est très intéressant parce qu'en fait, on s'est beaucoup intéressé à l'exemple japonais dans l'Empire ottoman, à la fin de l'Empire ottoman, et on s'est posé la question que vous posez, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le Japon est déjà moderne au point de vaincre un État européen, la Russie en 1905, en 1904, 1905, lors de la guerre russo-japonaise, et par conséquent, et depuis lors d'ailleurs, cette interrogation sur les succès du Japon et les insuccès du Moyen-Orient, ce problème continue à se poser. Alors, je voudrais savoir si mes intervenants ont des questions. Enfin, on peut dire déjà que le Japon avait un avantage, si on veut, par rapport à l'Occident, c'est que c'était un pays qui était totalement unifié sur le plan ethnico-religieux, si vous voulez, enfin, disons en gros, hein, mais je pense qu'il était extrêmement différent de la composition de l'Empire ottoman, et que les historiens considèrent souvent que c'est vrai, si le Japon était isolé, qu'il a été ouvert aussi avec violence par les Américains, par la flotte américaine, c'est vrai aussi que ce n'était pas véritablement un pays sous-développé, en particulier sur le plan scolaire. Et ça, je pense que c'est très important, si vous voulez, c'était un pays qui avait déjà un réseau scolaire qui était fort développé et donc plus capable sans doute d'assimiler la modernité. Les Japonais ont, par rapport aux technologies occidentales, ont eu une autre attitude. Ils ont immédiatement demandé à ce que les experts européens qui venaient forment des techniciens japonais, si vous voulez. Ce qui n'a pas été véritablement le cas dans l'Empire ottoman. Donc très vite, la modernité technologique, là je parle de technologie, si vous voulez, a pu s'installer au Japon, mais peut-être certains d'entre vous ont d'autres raisons à vanquer. En tout cas, c'est une comparaison qui continue à se poser, en particulier en Turquie, par exemple, où on continue à s'intéresser beaucoup au modèle japonais. Oui, moi je ne comprends pas comment on peut se poser cette question-là d'ailleurs, parce que c'est vraiment comparer des choux et des carottes. Parce que le Japon, c'est un pays, comme vous dites, à part entière, et l'Empire ottoman, c'est une mosaïque de pays. C'était une mosaïque de pays, avec même s'il y a eu, je veux dire, des structures juridiques ou étatiques unies, ça n'avait rien à voir avec le Japon. Je ne comprends pas qu'on puisse se poser même cette question, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Je trouve que c'est une ineptie complète. C'est la réussite d'un système, c'est tout. Je veux dire, bah, bien oui, sûr, mais enfin bon, les conditions sont totalement différentes. Il faut comparer ce qui est comparable. On pourrait peut-être s'interroger sur quelle modernité. Qu'est-ce qu'on entend par modernité ? Parce que est-ce que c'est mieux vivre, avoir la possibilité d'agir et de vivre dans sa ville ? Est-ce que c'est parce que le Japon, je travaille avec une équipe japonaise depuis 6 ans maintenant, entre Tokyo et Beyrouth, et nous discutons beaucoup de l'Empire ottoman, parce que c'est des spécialistes aussi de l'Empire ottoman, et le directeur disait « J'ai honte, mon pays n'a accueilli que 7 Syriens d'Alep en tant que réfugiés, parce que le pays se considère ethniquement homogène. » Donc, il y a cette question de l'homogénéité ethnique qui est gravissime, et on sait ce que ça a causé en Europe, de millions de morts. Hein. Donc, la modernité en soi, est-ce que c'est une modernité technique ? Et
qu'est-ce qu'elle apporte, cette modernité technique? Je pense qu'il y a vraiment une question à se poser, c'est que effectivement, dans ce pourtour méditerranéen et balkanique, moi c'est ce que je dis aux étudiants, la fin de l'Empire ottoman, enfin après 5 ans de la Première Guerre mondiale, l'Empire tombe, il n'existe plus. C'est la fin, la vraie fin de l'Empire romain, byzantin. C'est la fin d'un système. Et c'est ce qu'il faut absolument, je crois, comprendre. Et l'idée de la modernité ne peut se comprendre que si on comprend la fin de ce système aussi. La possibilité d'être pluriel en tant que personne et pluriel en tant que ville aussi. Je pense que... je peux continuer sur... Je sais que la modernité est un terme ambigu. Ça, je le sais. Oui. Je crois qu'il y a une question plus loin, excusez-moi. Bonsoir. Oui. J'ai une question pour Madame Tam Doan. Il y a quelque chose que j'avais trouvé paradoxal et je voulais juste que vous l'éclaircissiez. Vous avez dit que sous l'Empire ottoman, on ne disait pas « je suis juif », par exemple, mais en même temps, donc on avait aussi le statut de dhimmi qui était défini par son appartenance religieuse. Et aujourd'hui, par exemple, dans certains pays arabes, donc je pense par exemple au Liban, parce que je connais mieux, on a du mal à construire une identité nationale parce qu'on se réfère d'abord à sa religion. Donc, et de ce que j'avais compris, ça venait justement de l'Empire ottoman où on définissait les personnes par leur religion. Donc je voulais juste savoir d'où ça venait, si ça venait vraiment de ce statut de dhimmi ou non. C'était bien sûr un peu caricatural, peut-être et schématique, mais c'était que c'était pas des paramètres aussi importants que de dire je suis non musulman. En fait, cette division-là emportait sur la division par rapport à différentes communautés confessionnels non musulmans. Je ne sais pas si je suis claire. Donc en fait, être grosso modo de la catégorie de non musulmans, donc pour lequel il y a un mot zimmi, était plus pertinent à l'époque, avant le 19e siècle, pour le dire aussi, et grosso modo, pas dans des contextes très particuliers, peut-être que les gens, quand ils étaient à table chez eux ou avec des amis, etc., enfin c'est un peu différemment, mais dans les allocations, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on trouve plus rarement, ainsi que le mot turc, par exemple, je suis turc, c'est pour ça que c'est comparable, ou par exemple le fait de dire je suis grec orthodoxe, c'est aussi une catégorie qui, je sache, ne vient pas tellement dans la bouche des acteurs, je veux dire, eux-mêmes. Donc c'est pour ça que c'est pertinent. C'est pas parce que nous, on le dit pas, c'est en tant qu'historienne, mais c'est quand on regarde la documentation de l'époque, par exemple, c'est rare que ces catégories-là apparaissent dans la bouche des acteurs eux-mêmes. C'est pour ça, en fait. Vous voyez ? Mais il y a un changement dans le temps. Donc les confessions vont devenir de plus en plus importantes dans le contexte que Marie-Carmen a très bien décrit du 19e siècle, etc. L'organisation des communautés paroissiales, religieuses, etc. est très très différent. Ils vont être munis de réglementations spéciaux relatifs à leur fonctionnement, etc. Le système de millet va être plus apparente qu'avant, etc. Donc il y a plein de choses comme ça qui, dans le temps, changent. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'était juste pour avant, si vous voulez. Bon, juste un mot je voulais rajouter un mot parce que effectivement à Alger on trouve très souvent à Turquie pour parler pour nommer des gens. Je parle de l'époque ottomane, je parle pas de. Mais je crois que franchement il y a un problème autour de ces catégories qu'on conçoit comme ethniques ou religieuses, alors qu'elles sont en fondement d'organisation sociale et politique, sociale et civique. Elles constituent des lieux, elles réfèrent pas à une identité ethnique, enfin une identité, comment dirais, qu'on aurait en naissant et point à la ligne. Elles constituent, pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout ça. On devient turc quand on rentre dans l'armée, à Alger, c'est ça. On devient turc quand on rentre dans l'armée, quand on a la paye de l'armée, c'est-à-dire quand on a un certain nombre de privilèges qui sont liés à cette catégorie, non pas en tant que catégorie, mais en tant que privilège et du coup on a parlé beaucoup d'injustice de cette société, etc., mais ces formes de distribution des droits inégalement répartis, disons, avait pour contrepartie le fait que même personne pouvait faire valoir différentes identités, enfin différents droits, et donc à ce moment-là acquérir une nouvelle, ce qu'on dirait identité, alors que c'était évidemment, ce sont des identités qui ne sont pas des identités
ethniques, etc., d'origine, disons, ne sont pas des origines, mais qui sont des pratiques. Voilà. Je pense que la confusion vient de là. D'accord. Il y a une question ici, là. Oui, vas-y. Alors bonsoir. D'abord, je voudrais remercier les intervenants. Donc, dans la première partie, nous avons parlé du vivre ensemble dans l'Empire ottoman. Je voudrais poser la question suivante. Est-ce qu'on pourrait, de nos jours, dans n'importe quelle région ou bien dans n'importe quel pays du monde, instaurer ou bien créer ce même système du vivre ensemble durant, comme l'Empire ottoman, plus de 600 ans de nos jours, actuellement? Je ne sais pas qui veut répondre. Qui veut faire de la science-fiction? Oui, une sorte de réserve où on ferait... ça ressemble un peu, excusez-moi, à du cinéma, mais c'est pas inintéressant du tout. Je pense simplement que le système était, enfin, je crois qu'on l'a bien expliqué, est très, très différent. Si vous voulez, il était fondé sur une inégalité fondamentale, sur des inégalités fondamentales qui étaient totalement assumées, qui faisaient partie du système. Bon, c'est un système de statut, ça donne une coloration un peu ancien régime, d'ailleurs à l'Empire ottoman, mais que aujourd'hui, alors à moins qu'il y ait des volontaires ou alors des esclaves, comme on disait à l'époque, des esclaves de la porte, je ne vois pas très bien à quoi pourrait mener le scénario que vous imaginez, mais il est amusant en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Excuse-moi, juste. Il n'est pas amusant. Non, mais moi j'ai compris la question un peu différemment, si je vous ai bien compris. C'est que dans quel modèle politique, etc., pourraient vivre ensemble des communautés ethniques ou religieuses multiples. C'est ça, en fait. C'est comme ça que Et c'est une question tout à fait pertinente qui nous préoccupe, je pense. Enfin moi, ça me préoccupe vraiment. C'est difficile, mais bon, c'est ça le chemin, en fait, moi, je pense. Oui, en fait... Après, tous les États-nations, comment revenir ou aller vers quelque chose qui échapperait à ça? En réalité, ce que l'on voit, c'est que les États issus de l'Empire ottoman ont eu beaucoup de mal, et certains ne sont pas véritablement passés à une notion de citoyenneté égale, en réalité. C'est-à-dire que apparemment, en Turquie, les gens sont tous citoyens de l'État turc, mais enfin, comme disait, il y a des gens qui sont plus citoyens que d'autres. Voilà, il y a des degrés dans la citoyenneté. Nora, tu voulais dire un mot ? Oui, je voulais dire. Bon, c'est vrai que je pense que la salle a besoin de poser des questions. Je reviendrai sur cette question-là. Allez-y. Non. C'est vrai. S'il vous plaît, c'est important de dire. Parce qu'il y a eu deux personnes. Je ne sais pas pourquoi. Mais je peux parler là. Oui. En fait, vous avez parlé de l'Empire ottoman en Algérie, et j'aurais voulu exprimer une question d'abord, et une inexactitude incroyable qui a été occultée, à savoir les janissaires, que l'Empire ottoman n'est pas rentré en Algérie avec des fleurs. Je ne crois pas qu'il y ait une conquête quelconque et pu rentrer avec des fleurs, n'est-ce pas? Alors, il faut savoir que vous avez parlé des divisions, le peuple était berbère, il n'y avait pas de division berbère, c'est une ineptie. Parler d'esclavage, qu'on pouvait pétitionner en étant esclave, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un non-sens. On ne peut pas être esclave et pétitionner. Où est l'égalité? Vous avez fait l'Empire ottoman un truc idyllique. C'est extraordinaire, ce que j'entends là. Mais il faut relire un peu l'histoire de l'Empire ottoman en Afrique du Nord. Et il faut savoir que les barbaresques, ça a été vous avez parlé de violence tout à l'heure, de violence, etc. Juste ça, on a parlé d'Égypte, comment ils sont rentrés, l'Empire ottoman. Ils ne sont pas rentrés avec des fleurs, n'est-ce pas, monsieur Robertson, qui a dit tout à l'heure. Vous avez bien dit que, comme quoi, il y a eu une violence. Et bien, en Algérie, ça a été pareil. Point. Voilà. On doit vous faire une autre violence, c'est d'arrêter le...